Bien, c'est parti. Alors, nous sommes toujours dans le NLP, hein, le Natural Language Processing, et dans cette vidéo, nous allons parler de la catégorisation de documents, ou du classement de documents, si vous voulez, en anglais Text Classification. Alors, nous sommes toujours dans l'étude du package FastText, hein, qui est là, le site web qui est là. J'ai regardé, vous savez maintenant comment je fonctionne, hein, je regarde les fonctionnalités, quand je m'intéresse à un package, je me dis: Qu'est-ce qu'il y a derrière?» Je regarde les fonctionnalités et je suis tombé sur des choses intéressantes justement, voilà, et j'avais commencé à faire justement une première vidéo, hier, où je parlais de la reconnaissance automatique de la langue. Aujourd'hui, je vais parler de la catégorisation des documents. Pourquoi? Parce que dans FastText, il y a des choses qui me paraissent intéressantes à voir, hein, qui me paraissent réellement intéressantes. Il est capable de faire de la catégorisation de documents avec, multiclasses, mais avec des classes, qui sont pas mutuellement exclusives. C'est ça l'intérêt de l'affaire. C'est ça en réalité qui a attiré mon attention, hein. Nous connaissons bien l'apprentissage, supervisé, on a une variable cible catégorielle. Dans notre problématique à nous, les variables explicatives, en fait, sont des données textuelles. Très bien, donc il y a tout un tas de processus pour pouvoir faire la prédiction. Et ce qui est intéressant ici, c'est que FastText, le package qu'on est en train d'étudier, peut faire la prédiction quand les classes quand on a un problème multiclasse et que les classes ne sont pas mutuellement exclusives. Ce qui nécessiterait des préparations plus complexes si on utilise donc d'autres packages, hein. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que l'apprentissage multiclasse, enfin binaire, multiclasse, multi-objectif, voilà, je vous conseille de regarder la doc de Scikit-learn. Bon, vous savez, je parle de fast text et là je vous envoie sur la doc de Scikit-learn, mais bon, parce que c'est plutôt bien expliqué. C'est plutôt bien expliqué sur la doc de Scikit-learn. Il est là, hein, j'ai mis le lien là, très bien. Et il explique les différentes configurations possibles. Voilà, apprentissage multiclasse, multi-output, multi-target si vous voulez, avec un label multiclasse. Très bien. Alors, en réalité, on est dans ce cadre-là. C'est ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on va étudier dans notre vidéo. C'est que j'ai une variable cible en réalité qui n'est pas une colonne de Y avec des valeurs mutuellement exclusives pour les individus. Tout simplement, on a plusieurs colonnes de Y et sur chaque ligne, on a au moins une valeur 1, voilà, et des zéros, ou bien plusieurs valeurs 1. C'est-à-dire que chaque document peut appartenir à plusieurs classes. Voilà. C'est pour ça que je parle d'apprentissage multiclasse qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Alors bon, regardons ça. L'idée, c'est ça, hein. Donc, j'ai repris tout simplement leur tutoriel. Là, pour le coup, j'ai reproduit leur tutoriel. Alors, pourquoi j'ai reproduit leur tutoriel? Parce que j'ai regardé en détail et bon, il mélange en fait des commandes shell avec du code Python, hein. Là, pour scinder les individus en apprentissage test, on a des commandes shell. Ensuite, pour lancer la modélisation, on est sur du code Python. Alors bon, je peux comprendre, hein, effectivement, quand on se lance dedans, on peut voir, on peut comprendre si on regarde en détail. Mais encore une fois, moi, mon objectif, c'est d'essayer de trouver des idées qui me permettent d'améliorer mes TD. Voilà. Et en TD, j'ai des contraintes fortes. J'ai des contraintes fortes de temps et de compréhension des étudiants. Je peux pas lancer les étudiants sur des choses, voilà, et je vais les perdre en chemin parce qu'ils se disent, mais à quel moment je dois utiliser des commandes shell, et puis à quel moment j'utilise du Python. C'est juste impossible, ça. Donc, j'ai repris leur tutoriel, voilà, sauf que je fais tout en Python. C'est ça l'intérêt de l'affaire. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Alors, du coup, ça, c'est le document de référence. Donc, on peut voir en parallèle ce document-là avec ce que je vais faire. Et l'autre élément intéressant également, c'est que vous avez la description des paramètres de l'algorithme qui est utilisé. En fait, il n'est pas explicite. Il vous dit qu'ils peuvent modéliser, faire de la modélisation prédictive, voilà, et voilà les paramètres. Alors bon, ils sont pas très explicites, mais si on regarde un peu, pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre qu'en réalité, on a un réseau de neurones, en réalité, qui ressemble méchamment à un perceptron multicouche, hein. Et là, on a un paramètre, notamment DIM, qui est le nombre de neurones dans la couche cachée, hein. Bon, bon. Voilà, on voit bien, hein, il y a les fonctions, il y a les époches, il y a tout un tas de choses qu'on reconnaît parfaitement bien, en réalité. Donc, c'est comme un peu une boîte noire telle qu'il la propose, mais quand on regarde un peu, on se rend compte que c'est bien un réseau de neurones qu'on a. Et là, dans le supervisé, ça ressemble méchamment à un perceptron multicouche, tout simplement.
On voit les différents paramètres, hein. On a le learning rate qui est par là, voilà, ainsi de suite, des choses qu'on reconnaît bien, hein. Très bien. Relativement basique d'ailleurs. Alors, regardons justement la spécificité des données qu'on va utiliser. Donc, j'ai récupéré la base qui est là, qui est décrite, hein, ils le disent, des exemples qui est là. Donc, j'ai récupéré la base simplement. Et comme c'est un tar GZ, je l'ai dgzipé et je l'ai détaré. Donc, on a les données qui sont là. Et donc, le fichier qui est là, je l'ai récupéré, un cookie, voilà. Je l'ai dézippé et je l'ai détaré. Et on a, bon, il y a un readme là, hein, vous pouvez regarder justement, qui explique qu'est-ce qu'il y a dans la base, ainsi de suite, hein. Donc, moi, je ne vais pas m'attendre, enfin, m'apaisantir là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Regardez. Donc, chaque ligne est un document. Chaque ligne est un document et à chaque document est associé un ou plusieurs étiquettes. Une ou plusieurs étiquettes, un ou plusieurs labels. Voilà. Regardez, par exemple, là, il y a un premier document, How much does potato start affect cheese sauce recipe, et ce document-là va appartenir à deux classes, voilà, l'étiquette sauce et l'étiquette cheese. Ensuite, on a un deuxième document, Dangerous pathogène capable of growing, voilà, environnement. Il est associé à deux étiquettes aussi, voilà, Food Safety et Label Acidity. Si les classes étaient si les classes étaient donc mutuellement exclusives, on n'aurait qu'une seule étiquette par document. On est d'accord là-dessus. Même si c'est pas binaire, même si on a plus de deux classes, hein, si elles étaient donc mutuellement exclusives, on aurait une seule étiquette par document. La spécificité ici, c'est que chaque document peut être associé à un, deux ou plusieurs, hein, étiquettes. Donc on voit bien le réseau de neurones là, qui apparaît, hein, voilà. Donc c'est comme si, au lieu d'avoir un vecteur Y, la variable cible Y, voilà, avec des valeurs, des codes donc de catégories qui peuvent être d'aller de 1 à plusieurs, voilà, on a une matrice de Y et sur chaque ligne, on a des valeurs 0. Il n'y a jamais un vecteur de 0, ça veut dire qu'on a un document qui appartient à aucune classe. Ça n'existe pas, ça. Donc il y a au moins un dans une ligne de votre matrice Y et il peut en avoir plusieurs. Bien sûr, ça sert à rien également si chaque document appartenait à l'ensemble des classes. Il n'y a pas de discrimination possible. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je le fais pas beaucoup en TD. Ben, je vais l'introduire. L'année prochaine, là, voilà, je suis en train de réfléchir à quel TD je vais introduire ça, parce que ça me paraît intéressant de voir ça. En utilisant fast text dans un premier temps et en essayant de voir si on peut pas demander aux étudiants de faire la data préparation pour que on puisse utiliser des outils standards euh, comme Keras ou bien comme Scikit-learn, voilà, pour faire de la catégorisation de documents. Voilà. Mais c'est ça l'intérêt de l'affaire, hein. C'est que chaque document peut appartenir donc en fait à plusieurs classes. Ça, c'est intéressant ici. Voyons comment fonctionne alors FastText. Donc c'est ce corpus-là qu'on va utiliser. Alors ce corpus-là, on va l'importer et on va l'inscinder en apprentissage test avec le schéma classique, d'accord? Ensuite, on va créer le modèle prédictif sur l'apprentissage et on va appliquer sur le test. Mais quand on prédit sur un individu, on verra qu'il y a subtilité parce que justement, on est sur des classes non mutuellement exclusives. Alors je ferme ça, voilà, je reviens ici, on va voir ce qui reste là. Et hop, j'ouvre mon fameux notebook. Alors, au début, donc, je vais charger les données. Donc, je change de dossier et je charge les données qui sont dans le dossier corpus, hein. Je l'ai mis dans le dossier corpus pour que ce soit plus... voilà. Voilà. Mais bien sûr, c'est bien cette base-là que j'ai chargée en ligne, que j'ai dézippée, hein. Une fois que c'est fait ça, donc je charge, très bien. Il a chargé sans problème. Là, je le lis, je mets tout dans une liste standard, hein. Et donc, j'affiche le nombre de lignes. Il y a 15 404 documents dans notre corpus. Alors, j'affiche les premières lignes, hein. On voit bien que on a ici justement les labels, les étiquettes et ensuite le document. Alors, il y a l'anti-slash n pour le saut de ligne, hein. Ça, il faudra qu'on s'en débarrasse, hein, voilà. Je vais afficher les 5 premiers ici, on le voit bien ici. Donc, premier élément, j'enlève l'anti-slash n parce que ça va m'embêter plus qu'autre chose, hein. Très bien, donc, boum. Voilà, parce que je travaille sur Windows, tout simplement, c'est pour ça que ça m'embête. C'est bien des documents en UTF-8, hein. Voilà. Et, très bien, j'ai enlevé l'anti-slash n, vous avez vu, il n'y a plus les anti-slash n. D'accord là-dessus. Voilà. Ensuite, comme je vais quand même faire des manipulations, enfin du document textuel, je fais une préparation très basique.
très basiques. La première, c'est que je mets tous les documents en minuscules. Voilà, tous les caractères en minuscules. On voit là, il y a des grandes tâches et tout ça. Donc, je vais tout mettre en minuscules. Autre élément important également, je vais enlever les ponctuations. Sauf que j'enlève les ponctuations, sauf l'underscore. L'underscore, on en a besoin pour spécifier le label. Donc, je charge la liste des ponctuations. Et dans la liste des ponctuations, il y a l'underscore. Là, vous avez vu, il est là. Je vais l'enlever. Donc, je l'enlève. Voilà. Et maintenant, on n'a plus l'underscore. Vous avez bien vu, hein, il n'y a plus l'underscore. Ça. Très bien. Donc, je retire les ponctuations, hein, de mes documents. Alors, on voit bien ici, il n'y a plus... Parce que, par exemple, récip point d'interrogation, ben non, non, c'est pas... Le point d'interrogation ne fait pas partie de récip, on est d'accord, hein. Ici, on le voyait là. Donc, il faut surtout l'enlever parce que ça va embrouiller plus qu'autre chose. Ça. Bien, là, c'est relativement basique. Maintenant, il faut le scinder en apprentissage test, comme on fait usuellement. Sur le site web, justement, ils utilisent des commandes shell, hein, pour le faire. Voilà. Mais oui, mais non, je peux pas demander ça à mes étudiants. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais refaire ça, mais en utilisant les fonctionnalités de Python, et notamment le train test split de scikit-learn. C'est ça l'idée. Mais rien ne vous empêche également de faire ça, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je fais tout sous Python. C'est ça l'intérêt ici, hein. Donc je reproduis l'idée, mais je fais tout sous Python. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, mon corpus, je le mets tout simplement dans un data frame. Vous avez bien vu, hein, très bien. Et ensuite, de scikit-learn, je vais importer la fonction train-test-split. Donc sur l'apprentissage, je prends 10 404, voilà, et le test, c'est le reste, il y en a 5000 du coup. Hein, voilà. Random stat égale 0, comme ça chez vous, quand vous relancez, vous aurez exactement les mêmes résultats. Je mettrai en ligne, bien sûr, hein, en plus de la vidéo, je mettrai en ligne également le notebook, hein, que j'exporterai en HTML, comme ça vous verrez exactement ce que j'ai fait et ce que j'ai obtenu comme résultat. Boum, très bien, voilà. Et on a bien pour l'apprentissage 10 404 et pour le test 5000. Lui avait fait un peu différemment, celui-ci, hein, 12 000. Mais comme on n'a pas le même random stat, de toute manière, on ne pouvait pas avoir exactement les mêmes résultats. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, en lisant la doc, je me suis rendu compte en fait que quand il fait le train, il prend en entrée des fichiers en réalité. Hein, des fichiers qui sont sur le disque. On ne peut pas lui envoyer une liste. J'ai essayé de regarder, mais bon, c'est pas évident. Pareil, si on fait un data frame Panda, je sais pas. Donc moi, pour éviter les problèmes, je me suis cadré sur ce qu'il a fait. Donc j'ai scindé le data frame en deux sous-data frames, train test. Ces deux data frames-là, je l'exporte sur le disque. Et ensuite, je vais pouvoir lancer l'outil de fastText pour le train supervisé. Voilà. Il va utiliser exactement le bon schéma. Voilà. À Rome, on fait comme les Romains. FastText souhaite que les données soient présentées d'une certaine manière. Je les présente de la manière la manière souhaitée, tout simplement. Donc, ici, le data frame train, je l'exporte en texte, je prends la colonne doc, je ne mets pas d'entête et je ne mets pas d'index. Voilà. Et je fais de la même chose pour la partie test. Donc, si on va sur le disque maintenant, voilà, on se rend bien compte que, si je reviens en amont, hein, voilà le corpus train. On voit bien ici, hein, voilà, avec les différents documents, avec leurs labels respectifs, hein, et voilà le corpus test. Voilà. Donc, bien, on voit bien ici. Hein. Une fois qu'on a ça, alors, bah, je peux lancer la modélisation. Donc là, j'ai repris exactement, j'ai mis le lien là pour que tout le monde puisse bien reproduire la chose. Donc, je présente le fichier qui contient le corpus d'apprentissage. Je mets un approche de 25 parce que par défaut, c'est 5, c'est trop peu. Hein. Voilà. Et enfin, le taux d'apprentissage, j'ai mis 1. J'ai lu la doc tout simplement, il dit que ça varie entre 0, 1 et 1 pour accélérer la convergence. Mais bon, des fois, ça peut planter, justement. Donc, il faut faire attention là-dessus. Hein. Donc, moi, j'ai mis 1 parce que j'ai fait quelques tests simplement et je me suis référé à la doc. Il faut lire la doc. Hein. On est d'accord là-dessus. Alors là, c'est la dimensionnalité interne, c'est-à-dire que c'est le nombre de neurones dans la couche cachée. Ça veut dire que je vais générer également une représentation donc intermédiaire des termes en 50 dimensions. Chaque terme sera donc représenté par un vecteur à 50 dimensions, puisqu'il va la chercher dans la couche cachée du réseau de neurones, justement. C'est ça, hein, c'est une sorte de word embedding. On est en word embedding en supervisé, donc pas guidé par le voisinage cette fois-ci, guidé par les labels, par les variables cibles en fait. Voilà. Très bien. Donc c'est ce que je lance là.
Bon, c'est relativement rapide, hein. C'est pour ça aussi que j'ai mis des paramètres comme ceci, donc normalement ça va assez vite. Voilà. Et première chose, je veux avoir la liste des étiquettes. Donc, on a la liste des étiquettes, là, il y en a 730. Alors, si j'affiche les étiquettes, bon, il y en a beaucoup là pour le coup, hein. Voilà. Je vais afficher peut-être, bon, non, j'affiche quand même tout, là, puisqu'il va, voilà. On a backing, food safety, substitution, équipement, bread, chicken, meat, eggs, cake, ainsi de suite. Très bien, hein. Il affiche pas tout, il y en a 730, hein. Vous pouvez aller ici, hein, pour voir la liste. Bon, d'accord, hein, la liste complète. Voilà. Bien. Une fois qu'on a ça, du coup, je me suis dit, mais on a aussi le dictionnaire des termes, justement, utilisés, hein. Là, on a le dictionnaire des étiquettes, si vous voulez, mais on a aussi l'ensemble des termes qu'il a trouvé dans le document, dans l'ensemble des documents, dans le corpus. Donc, le nombre de termes dans le document, il y en a 7835. J'affiche, par exemple, les 25 premiers, enfin les 25 dans l'ordre dans lequel il a pris. On voit bien ici cooking, très bien, ainsi de suite. On voit bien qu'on peut utiliser les stop-words pour le filtrer, ainsi de suite, hein. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est ce que je demanderai en TD aux étudiants, justement. C'est pas aussi évident que ça, parce que du coup, les labels peuvent gêner dans cette histoire, hein. Alors, par exemple, comme on a créé, on a dans la couche cachée 50 neurones, on doit avoir une représentation vectorielle, justement, du terme cooking, qui est là. Voilà. Effectivement, on a bien un vecteur à 50 dimensions, à 50 éléments. Très bien. Alors, la taille de la matrice présentée en entrée, du coup, il y en a 7835 parce que c'est la taille du dictionnaire, voilà, et 50 parce que c'est le nombre de neurones dans la couche intermédiaire. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai regardé vraiment beaucoup ici. Bon, j'avais du mal à la documentation, bon, il faut la lire, mais bon, j'ai regardé, c'était pas très explicite, je trouve. Il y a quand même des références sur les articles scientifiques utilisés, hein. Mais en lisant ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas trop de secrets, c'était bien un réseau de neurones qui est utilisé en réalité, hein. Bon, il faut lire en détail là, mais là, je ne me sentais pas le courage, hein. Voilà. On peut, hein, mais là, bon, il faut avoir le courage de le faire. Non, je ne l'ai pas eu. Il suffisait de regarder là et je me suis rendu compte de ce qu'il faisait, tout simplement. Bien, là, c'est taille dictionnaire, ça, c'est le nombre de neurones dans la couche cachée. Alors, justement, je vais faire la prédiction sur un item. Alors, l'item en question, il est dans l'échantillon test, en réalité. Il est là, voilà, et c'est celui-là. Voilà, donc je vais le mettre, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais une prédiction sur un document qui est là? Donc, il appartient à 3 étiquettes, à 3 labels. Vegetables, fruit et corn. Voilà. Et la phrase qu'il faut classer, c'est Is corn a fruit, vegetable or a nut? Très bien. On va bien, hein. Est-ce que le maïs, c'est maïs là, et appartient à ces catégories-là? Et donc, on a ici les KTPG. Voilà. Fruit et... Allons-y. Il prédit vegetable, qui fait partie, justement, des classes qui sont là. On est d'accord là-dessus. Très bien. Mais en fait, on est sur de l'apprentissage multiclasse, là. Donc, ce serait intéressant qu'ils prédisent non pas une seule classe, la classe la plus probable, c'est ce qu'il a utilisé ici, hein. On est sur une sorte de multinomial, en fait, hein. Voilà. Est-ce que ce serait pas intéressant qu'ils prédisent, par exemple, les 2 classes? Voilà, ou 3, ou ainsi de suite. Je peux pas dire, là, on aurait pu mettre 3, mais je connais pas le nombre de classes d'appartenance de chacun des documents. Donc, bon, j'en ai mis 2, comme je pourrais mettre 4, ainsi de suite, hein. Pas forcément 3, hein. Là, c'est parce que je connais la solution qu'on aurait pu mettre 3. Mais de manière générique, on peut choisir de manière, c'est à nous de voir comment faire, le nombre de classes qu'on doit prédire pour chaque document. Si je prends 2, par exemple, voilà, il prédit végétable et il produit fruit. Voilà. Et là, on a en dessous ici les probas d'appartenance. Très bien. Bah là, du coup, on peut calculer des sortes de rappels et précisions. Ça, c'est très intéressant parce que c'est pas très usuel non plus. C'est pas très usuel non plus. C'est qu'il explique comment on calcule le rappel et précision, par exemple, sur un document. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? On peut calculer un rappel de précision via une matrice de confusion sur un corpus, du coup. Mais sur un document, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, on se comprend bien quand on est sur des multiclasses qui sont pas, et qui sont mutuelles, qui ne sont pas mutuellement exclusives. On comprend l'idée en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Là, il a prédit 2 classes. Et les 2 classes, donc, appartiennent aux classes d'appartenance, aux étiquettes d'appartenance.
Donc, il a une précision de 100%. En revanche, il y a 3 classes d'appartenance. Là, il en a perdu que 2 parce que j'en ai demandé que 2. Et du coup, le rappel sur les documents, c'est 2 sur 3. Hein. Il y en a 2 qui sont retrouvés parmi les 3. La précision, c'est 100% parce qu'il en a prédit 2 et les 2 sont corrects. Vous voyez bien, hein, c'est ça là, le truc. Donc, c'est assez intéressant, c'est une conception assez particulière du rappel et précision. Voilà, bon, en regardant un peu, on comprend le principe, hein, mais c'est pas usuel. Hein. C'est pas celle qu'on utilise en fait habituellement. On a bien aussi les rappels et précisions en multiclasse avec les différentes manières de les combiner, micro-averaging, macro-averaging, weighted averaging et tout ça. Mais là, encore une fois, c'est encore une autre lecture en réalité du rappel et de la précision. Voilà. Alors, du coup, si je fais la prédiction sur le corpus entier, cette fois-ci, hein, voilà, en prédisant qu'une seule classe pour chaque document, on peut calculer, voilà, le nombre de documents, la précision globale et le rappel global. Très bien. Et si j'étends le nombre de classes prédites par document, cette fois-ci, on peut aussi le paramétrer ici. C'est très intéressant. C'est pour ça que c'était important que je fasse cette vidéo. Parce que c'est pas des choses qu'on manipule usuellement. Je me suis rendu compte, hein, pour le coup, et je me dis qu'il faut que j'introduise ça quelque part. Parce qu'en réalité, oui, c'est des choses qui arrivent, qu'on ait des multiclasses sur les documents et que les classes ne soient pas mutuellement exclusives. Ça, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, regardez bien la doc de scikit-learn à ce sujet. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant et ça montre bien les différentes situations qu'on peut avoir sur des problèmes réels. Boum, je fais. Et bien sûr, comme on a prédit 2, c'est normal que la précision se dégrade par rapport à là. Bah oui, comme on en prédit plus pour chaque document, on a plus de risques de se tromper. On est d'accord là-dessus. Mais c'est normal également que le rappel s'améliore. Bah oui. Hein. Moi, je suis sûr d'avoir un rappel à 100% quand quoi? À chaque document, je prédis tous les labels. Bah là, je suis sûr, hein, d'avoir un rappel de 100%. Mais je vous dis pas la qualité de la précision derrière, elle est totalement catastrophique, on est d'accord là-dessus. Mais sur chaque document, je prédis toutes les classes, voilà, j'ai un rappel de 100%. On sait très bien que c'est pas bon, hein. On sait très bien que c'est un souci. On est d'accord. Voilà. Mais donc on voit bien, hein, on voit bien, c'est normal qu'on ait cette évolution-là en augmentant le nombre de prédictions par document. C'est vraiment un mécanisme qui me paraît intéressant d'explorer. Voilà. Alors, pour aller plus loin, donc j'ai regardé la doc encore une fois, hein, j'ai vu qu'il y avait des choses qui me paraissaient intéressantes. Alors, il y en a un, par exemple, il me dit que on peut utiliser des bigrammes, hein, c'est les combinaisons de termes, hein, voilà, les combinaisons de tokens. Je prends un exemple très simple pour les statisticiens. Je prends écart, c'est un terme. Je prends type, c'est un autre terme. Mais quand je prends un écart type, là, c'est 2 termes qui vont ensemble en réalité. Pareil, si je prends bien, c'est un terme, je prends être, c'est un terme, et bien-être, ça veut dire autre chose. On est d'accord là-dessus. Donc, j'ai vu que FastText peut gérer les bigrammes. Ah bah, zou, allons-y alors. Est-ce qu'on aura des meilleures performances? Donc, je lance le calcul, hein. Bien sûr, ça a augmenté la dimensionnalité, ça, on est d'accord là-dessus, hein. On n'est plus à 7835, là, hein. Voilà. Et justement, quand j'affiche la matrice, là, hein, entre la couche d'entrée et la couche intermédiaire, dans la couche intermédiaire, il y en a 50 toujours, parce que j'ai demandé 50, là. En revanche, bien sûr, la dimensionnalité en entrée a changé parce qu'il a utilisé les piquants. Alors, j'ai pas l'impression qu'il utilise toutes les combinaisons possibles. Donc, ce serait intéressant de voir comment il procède. Ça, pour le coup, il faut regarder en détail les API, comment ils fonctionnent, ainsi de suite. Hein. J'ai pas regardé ça. J'ai vu les mécanismes, j'ai calculé la combinaison de 2 parmi le nombre de termes dans le dictionnaire, et je suis pas tombé là-dessus. Donc, il y a une réduction aussi qu'il met en place. Mais il faudrait regarder ça. Hein. Mais donc, voilà. Mais on voit bien qu'il y a une grosse inflation, c'est d'actualité, hein. C'est une grosse inflation de la dimensionnalité pour le coup. Est-ce que c'est à juste titre cette inflation de la dimensionnalité? Ben, on applique sur le test en faisant une prédiction d'une seule classe par document. Voilà. Et tout à l'heure, c'était 0,57, 22 et 0,24. Là, ça améliore la précision et ça améliore un tout petit peu le rappel. C'est rare que les deux s'améliorent en même temps. Donc, dans ce cadre-ci, pour le coup, le passage par les bigrammes paraît plutôt profitable, paraît judicieux. Mais
encore une fois, au prix d'une inflation qui peut être problématique, voilà, de la dimensionnalité. Vous avez vu la matrice intermédiaire en la couche d'entrée et la couche intermédiaire. Bien. Alors, autre élément que j'ai vu également, tiens, j'explore vraiment pas mal. Il m'a dit, mais en réalité, ce qui serait intéressant, c'est au lieu de faire une prédiction multinomiale, de prédire en même temps les différentes classes, ce serait intéressant de prendre une classe contre les autres et de faire autant de modèles qu'il y a de labels. Donc là, il y avait 730 labels, on va faire 730 modèles, hein, avec un label contre les autres. Voilà. Et ensuite, pour faire la prédiction, on regarde les probas d'affectation et on peut utiliser un seuillage. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut faire la prédiction de la classe la plus probable, on peut demander donc la prédiction de K classe, avec un K, un paramètre qu'on va définir, mais on peut aussi choisir un seuillage sur la proba d'affectation. Ça, c'est une fonctionnalité nouvelle qui me paraît intéressant également de voir. C'est pour ça que c'est intéressant ici. Donc, bah, du coup, j'ai appliqué. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Train supervisé, ici apprentissage, voilà le corpus d'apprentissage, et poche 25. Et en fait, ça a planté. En fait, il m'a fallu baisser le taux d'apprentissage. Ben, je l'ai baissé, hein. La dimensionnalité de la couche intermédiaire est toujours de 50, et cette fois-ci, le paramètre, donc c'est one vs all, ou one vs rest, si vous voulez. Hein. Ça dépend des librairies, mais c'est bien une classe contre l'ensemble des autres. Donc là, il va créer 730 modèles. Hein. On est bien d'accord là-dessus, hein, parce que dans le nombre de labels est 730. On est d'accord là-dessus. Bon, bah, très bien, zoom. Hein. Écoute, hein, moi, j'ai pas peur. Et ben, ça avance quand même pas mal. J'ai fait quelques tests, donc ça va être relativement rapide. Hein, voilà. Et voilà. Très bien. C'est assez épatant, je trouve. Hein, c'est quand même pas mal. Hein. Je connaissais de vue, de loin, mais quand plus j'explore, plus je me dis qu'il est quand même pas mal. Même si apparemment son développement est arrêté depuis 3 ans, ben, c'est un outil qui me paraît intéressant quand même de bien voir. Alors, on peut faire une prédiction des deux classes les plus probables. Voilà, donc si je reprends iscore on of végétable là, il met végétable et nuts. Alors, est-ce qu'il y est nuts ici? Ah non, il n'y est pas. Vous avez vu, hein? Il y a végétable, très bien, mais il n'y a pas nuts, il y a fruits et cornes. Ah, très bien. Donc là, pour le coup, et pourtant c'est pas si mal que ça, parce qu'il y a le terme nut là, hein, donc noix. Donc effectivement, il aurait pu. Hein. Donc l'étiquetage de la base peut être un souci aussi. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un étiquetage bruité hein, de la base. On est d'accord là-dessus. Voilà, donc là je demande les deux, mais je peux aussi faire différemment. Je dis, tu prédis autant que tu veux, pourvu que la proba d'affectation soit supérieure à un seuil que je veux. Hein. Donc là, cette fois-ci, donc on va voir qu'il n'y en aura qu'un seul, la 0,96, 0,50. Si je mets les seuils à 0,9, normalement, il va prédire qu'une seule classe, c'est le végétable. Hein. Voilà. C'est-à-dire que je prends que les prédictions les plus sûres. Normalement, dans ce cas-là, on va améliorer la précision. Hein, on réduit la prédiction et du coup, on va améliorer la précision pour le coup. Hein. Mais du coup, également, peut-être que sur certains documents, il n'y a pas de prédiction. À voir également comment il le gère, ça. Hein. À voir également comment il le gère. Donc, je calcule les performances en test. Voilà. Et effectivement, bah, comme on restreint et on fait uniquement les prédictions sûres, la précision a nettement amélioré. Hein. Je prédis qu'à coup sûr, avec une proba de 0,9, mais bon, il peut se tromper quand même, on le voit bien qu'il peut se tromper, mais non, forcément, ça améliore la précision. Et comme on restreint le champ de prédiction, forcément également, ça réduit le rappel. N'oubliez pas, hein, c'est deux balanciers, ça. C'est deux balanciers, hein, voilà, qui sont antinomiques. Et c'est une question d'arbitrage. Alors, j'ai vu dans la librairie qu'on peut manipuler également les F-scores. Donc, ce serait intéressant justement d'utiliser des F-scores. D'accord là-dessus. Dernier point qui m'a paru intéressant ici, c'est que je me suis rendu compte qu'il a des modèles pré-entraînés. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je consacre une séance là-dessus, on pourrait en faire plusieurs même en réalité, hein, mais je vais essayer d'évoluer justement là-dessus. J'ai vu qu'il sait manipuler, on peut utiliser des modèles pré-entraînés qui sont utilisés par l'équipe de FastText et qu'il les a mis là sous forme binaire ou bien sous forme binaire euh, compressée. Une compression avec perte. Hein. J'ai expliqué ça dans la vidéo qui est ici. J'en ai parlé de la compression qui est utilisée. Hein. Voilà. Donc c'est une compression, c'est une quantisation avec une réduction de dimension tout simplement. Voilà. Alors, il y en avait plusieurs là. Bon, c'est pas très bien documenté. Là, pour le coup, bon, j'ai vu ici l'article, je suis allé voir.
Bon, très bien. Alors, mais bon, à la limite, moi, ce que je trouve, c'est les domaines. Alors, bon, j'ai pas trouvé la description des corpus utilisés en détail, mais en lisant les noms, on comprend à peu près. Donc là, par exemple, c'est les, euh, les revues sur Amazon. Voilà, c'est la polarité des revues sur Amazon. Donc, on est sur l'analyse de sentiments. On peut avoir une polarité positive, une polarité négative, hein. C'est la tonalité, justement, des commentaires qui sont faits sur Amazon par rapport aux produits, par rapport aux différents produits qu'il y a sur Amazon, j'imagine, hein. Voilà. Donc, j'ai essayé de charger celui-là, mais bon, le serveur, il est quand même pas très rapide. Donc, du coup, j'ai pris la version compressée, sachant que la dégradation de la performance, elle n'est pas énorme. Elle est minime en réalité. On voit bien, hein. 94,6% de, ça doit être l'accuracy, là, voilà. Et avec le modèle, c'est une compression avec perte. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dégradation de performance. On est à 93%. Donc, bon, de toute manière, on est sur un exercice de style, là, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai récupéré le modèle compressé qui est là. Très bien, qui est quand même minuscule, on est d'accord là-dessus. Et j'ai essayé de voir comment il fonctionne. Comment il fonctionne en termes de polarité, justement. Là, on est sur la polarité, justement, des documents. C'est-à-dire, est-ce que c'est une opinion positive ou est-ce que c'est une opinion négative? C'est ça, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai pris celui-là, voilà, et j'ai fait quelques tests. Donc, j'ai récupéré donc localement le modèle préentraîné. Voilà, je charge en mémoire. Et par exemple, je dis, ben attends, mais quels sont les labels? C'est pas très bien documenté, ça, hein. J'ai essayé de trouver la documentation. J'ai pas, bon, peut-être que j'ai mal regardé, hein. Je suis pas à l'abri de ça, bien sûr, hein. Mais là, en cherchant autour, j'ai pas trouvé quels sont les corpus utilisés, quelles sont les caractéristiques. Du coup, la première chose que je regarde, c'est que, ben, quelles sont les étiquettes? J'ai vu que il y a deux étiquettes, label 1, label 2. Mais je sais pas quelle est donc l'étiquette opinion positive et l'étiquette opinion revue négative. Il y a label 1, label 2, c'est tout. Très bien. En revanche, je voudrais bien qu'on ait sur une analyse de sentiments, effectivement, ou de, voilà, parce qu'on a bien que deux polarités. S'il y avait 10 modalités, si vous voulez, là, je me poserais des questions. Comment ça, une polarité avec 10 valeurs? Est-ce que c'est une gradation? Est-ce que c'est une échelle? Qu'est-ce que c'est? Là, pour le coup, sans être grand clair, on se rend bien compte qu'on est bien sur une analyse de sentiments avec polarité positive et négative. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle des deux est positive et négative. Du coup, bah, j'ai pris deux textes. Voilà. Donc là, je dis que le bouquin est mauvais et que l'auteur n'est pas très bon. Très bien. Donc là, je m'attends à avoir une phrase négative. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Bon, on va voir ce qu'il me dit. Il m'a dit c'est le label 1. Donc, j'en déduis, mais là c'est une conjecture de ma part, que label 1, c'est la polarité négative. Du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre un autre document alors, cette fois-ci, I like this book, mais étonnamment, il est sous-estimé. Bon, là, c'est plus, même s'il y a terme sous-estimé, hein, on est d'accord là-dessus, hein, mais bon, c'est plutôt une tonalité positive. Normalement, il va me sortir label 2, si le raisonnement est correct. Allons-y, boum, label 2, effectivement. Très bien. Après, j'ai essayé plein de choses, mais je vous laisse faire chez vous, hein. Par exemple, des phrases qui n'ont rien à voir avec des produits qu'on peut trouver sur Amazon. J'ai essayé plein de choses. Voilà, mais regardez vous-même. Mais ça me paraît intéressant. Ça me paraît intéressant parce que ces modèles préentraînés, là, maintenant, prennent une place énorme dans la pratique du machine learning, d'une part, et notamment en NLP, en Natural Language Processing, hein, en traitement du langage, enfin, traitement automatique du langage. C'est en des langues. Ça prend une place vraiment de plus en plus importante. Pour résumer, je suis dans l'étude de FastText. Voilà. Je me suis rendu compte que dans FastText, il y a des fonctionnalités pour faire de la catégorisation de documents. Il est basé sur un réseau de neurones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut gérer de manière native les problèmes multiclasses où les classes ne sont pas mutuellement exclusives. Voilà. Ensuite, j'ai vu également qu'il y a des éléments intéressants. Par exemple, la création des bigrammes, voilà, des n-grammes en réalité. Et l'autre élément qui m'a paru intéressant également, c'est que on peut bénéficier des modèles préentraînés sur des corpus en ligne, voilà, qui permet de classer automatiquement des documents. En accord, bien sûr, avec les sujets qui sont traités ici. Oui, d'accord là-dessus. Voilà. Bah, excellent travail à tous.